Bonjour, c'est Pauline, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le point sur la consommation des produits animaux. Alors, quels sont ces effets sur l'environnement, sur notre santé, sur le bien-être animal? Et en dernier lieu, je vais aussi vous proposer des solutions alternatives aux produits animaux. Alors, cette vidéo ne pourra pas être totalement exhaustive, mais je vais la faire la plus complète possible et pas trop longue non plus. Alors, vous êtes prêts? C'est parti! On plonge dans le vif du sujet. À chaque fois que vous mangez 450 g de bœuf, c'est comme si on prenait 6 mois de douche d'un coup. Là, je vous ai trouvé plusieurs petites images sur internet qui comparent la pollution, la consommation qu'entraînent les différents produits alimentaires. À chaque fois, les produits animaux consomment beaucoup plus de ressources que les fruits, les légumes, les céréales, etc. Par exemple, en termes d'eau, alors là, il y a plusieurs schémas. On peut aussi faire des comparaisons en équivalent de gaz à effet de serre. On peut aussi comparer les différents aliments en termes de consommation de pétrole. Et à chaque fois, c'est la même chose. Notre alimentation a un impact direct sur l'environnement, alors avec nos billets de banque. Quand on parle de pouvoir d'achat, on pourrait aussi parler de pouvoir de nuisance à l'environnement. Alors faisons des choix éclairés. Vous retrouverez tous ces petits schémas sur l'article sur mon site, il y a le lien sous la vidéo dans YouTube. Qui est responsable de la déforestation en Amazonie? C'est le soja destiné aux élevages, que ce soit les vaches à viande ou les vaches à lait. L'ONU nous dit en 2010 « Il est vital que l'humanité devienne végétalienne pour sauver le monde de la faim, de la pénurie de combustible et des effets les plus graves du changement climatique. » L'agriculture, en particulier la viande et les produits laitiers, représente 70% de la consommation d'eau douce du monde, 38% de l'utilisation totale des terres et 19% des émissions de gaz à effet de serre du monde. Qu'est-ce qui cause le plus de gaz à effet de serre? L'élevage du bétail ou le trafic routier? D'après un rapport publié par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, le secteur de l'élevage génère davantage d'émissions de gaz à effet de serre, calculées en équivalent de CO2, soit 18%, que le transport. Il est également une source majeure de dégradation des sols et des eaux. Henning Steinfeld de la FAO déclare « Le bétail est l'un des plus grands facteurs des plus graves problématiques environnementales actuelles. Des mesures urgentes sont nécessaires pour remédier à la situation. Le bétail utilise actuellement 30% de la surface émergée de la Terre, principalement des pâturages permanents. 33% des terres arables du monde sont utilisées pour produire du fourrage destiné au bétail. Étant donné que des forêts sont déboisées pour créer de nouveaux pâturages, c'est un facteur majeur de déforestation. En particulier en Amérique latine où, par exemple, 70% des anciennes forêts d'Amazonie ont été converties en pâturage. Maintenant qu'on a vu que la viande, le fromage, etc. c'était super mauvais pour l'environnement, on va passer à l'aspect santé. On va commencer par un petit exemple. Est-ce que les Inuits étaient en bonne santé? Il suffit de faire une petite recherche sur internet pour découvrir que les Inuits qui ont été retrouvés congelés dans la glace il y a 500 ans avaient des maladies du cœur, des cancers, de l'ostéoporose et du surpoids, d'après les ruptures des ligaments. Dans cet article en anglais, j'ai entouré des petits mots de maladies qu'on appelle souvent des maladies de civilisation. Les Inuits mourraient prématurément à cause de leur alimentation basée sur la viande et sur le poisson. Quand on mange 100 g de protéines animales, on rejette dans les urines 100 mg de calcium. Il y a une corrélation entre les apports de calcium et les fractures. Ne croyez pas les lobbies du lait, ils vous racontent des foutaises. Les produits animaux nous posent aussi des problèmes d'athérosclérose. En mangeant des produits animaux, on absorbe de l'acide urique, des déchets métaboliques, de l'adrénaline, des bactéries pathogènes, des vers parasites, du cholestérol. Les produits animaux contiennent d'une part beaucoup de protéines qui sont acidifiantes. Les protéines sont constituées d'acides aminés. Acide, on entend bien acide, c'est acidifiant pour le corps. Le corps humain n'est pas adapté pour digérer autant de protéines. Et d'autre part, les produits animaux contiennent beaucoup de graisse, ce qui cause pas mal de problèmes de santé. Sur la totalité des macronutriments, en fait, nos besoins en graisse seraient situés entre 5 et 10% maximum. Et pareil pour nos besoins en protéines, ils seraient aussi situés entre 5 et 10%. D'ailleurs, le lait maternel humain contient seulement 6% de protéines, alors que le lait de vache en contient 20%, c'est trop pour nos enfants. Et comme toutes nos cellules carburent au sucre, on aurait besoin d'au moins 80% de glucides. Pour les graisses, les enfants en pleine croissance, les femmes enceintes et les femmes allaitantes ont des besoins en graisse plus élevés. Mais pour les autres qui ne font pas de construction de tissu, les besoins en graisse sont vraiment tout petits, comme les besoins en protéines. Regardez les fruits et les légumes, ils ont des compositions parfaites pour nos besoins. La mesure du tour de taille aide à dépister d'éventuels risques de santé possibles associés au surpoids et à l'obésité. Si la majorité de notre graisse se situe au niveau de la taille plutôt qu'aux hanches, on a un risque accru de maladies cardiovasculaires et de diabète de type 2. Je vous conseille d'aller voir le tableau d'anatomie comparée que j'ai compilé. Ça compare différentes caractéristiques anatomiques telles que le système digestif, les griffes, les dents et tout ça. Ça permet de conclure quelle est la nourriture qui est faite pour l'humain, celle qui ne nous rend pas malade.
J'ai quelques livres sur la nutrition à vous conseiller. Alors ils sont tous en anglais, comme la plupart de la littérature scientifique avant-gardiste. Ce premier livre, c'est le programme du Dr Barnard pour enrayer le diabète. Ce deuxième livre veut dire prévenir et enrayer les maladies cardiovasculaires, écrit par le Dr Esselstyn. Le titre du troisième livre signifie La solution des féculents, du Dr McDougall. Le quatrième livre, c'est l'étude Campbell, par le Dr Campbell. Le cinquième livre, c'est le régime 90-10, écrit par le Dr Graham. Mais il s'est montré particulièrement irresponsable lors d'une de ses retraites hors de prix. Il a failli causer la mort d'une personne qui faisait un jeûne à l'eau sous sa supervision. Il lui a déconseillé d'aller à l'hôpital, et heureusement que la mère de la personne l'a emmené à l'hôpital, sinon la personne serait morte. Son bouquin est très bien, mais il faut juste pas l'écouter quand il parle de jeûne à l'eau. Et le titre du sixième livre veut dire Manger pour vivre, écrit par le Dr Joel Fuhrman. Sur Wikipédia en anglais, voici ce que j'ai trouvé et que je vous ai traduit. L'Académie américaine de nutrition et de diététique et les diététiciens du Canada ont publié un énoncé conjoint de position en 2003 sur les alimentations végétaliennes où ils déclaraient que des alimentations végétaliennes judicieusement planifiées étaient nutritionnellement adéquates pour toutes les étapes de la vie, y compris la grossesse et l'allaitement. Cette publication indiquait que les personnes évitant la viande auraient un IMC plus bas, ce qui entraînait un taux de mortalité inférieur par cardiopathie ischémique, un taux inférieur de cholestérol sanguin, une pression artérielle inférieure ainsi qu'une incidence inférieure de diabète de type 2 et de cancer de la prostate et du côlon. Donc en juin 2003, il déclarait « Une alimentation végétalienne judicieusement planifiée et d'autres types d'alimentation végétarienne sont appropriés pour toutes les étapes de la vie, y compris la grossesse, l'allaitement, la petite enfance, l'enfance et l'adolescence. » Je vous conseillerais aussi le site et les vidéos en anglais du Dr Greger. Son site c'est nutritionfacts.org. Il parle des études sur la nutrition et c'est très intéressant. Pour l'aspect du bien-être animal, je vous conseille fortement d'aller voir le discours de Gary Yourofsky sur YouTube, ainsi que les vidéos de PETA et Earthlings. C'est intolérable le mal qu'on fait aux animaux dans ces élevages, ils vivent pas longtemps, ils n'ont pas de vie, ils choisissent pas du tout ce qu'ils font dans leur vie, ils souffrent et puis ils transmettent leur souffrance et leur maladie à ceux qui les mangent. Les abattoirs ont un roulement de personnel supérieur à n'importe quelle industrie, 80 à 100% par an, et son personnel a le niveau le plus élevé d'absence due au stress. Il semble que malgré nos rationalisations, les êtres humains ont du mal à faire face à l'abattage massif des animaux. L'empathie est programmée dans notre cerveau. L'animal ne demande pas qu'on l'aime, il demande qu'on lui fiche la paix. Pour vous rendre compte de l'ampleur de l'hécatombe, vous pouvez visiter un site tel que celui qui s'affiche. Le lien figure en barre d'infos de la vidéo. Pour moi, il n'y a pas d'excuse pour ce que l'humanité fait subir aux animaux. Alors un peu de cohérence et regardons les alternatives qu'il y a. On peut manger végétalien de manière très variée, de manière colorée, et en se régalant. Regardez tous ces bons petits plats, on peut se faire plaisir et pas besoin de culpabiliser. Ça donne pas envie. Pas besoin de faire des calculs savants avec les protéines et tous ces trucs-là, ça c'est juste dit pour vous décourager. En fait, il suffit de manger le plus possible de fruits et des légumes frais. Et c'est dans les fruits et les légumes frais qu'il y a le plus de micronutriments. Ceux qui vont vous donner la santé, la pêche. La seule complémentation qu'il y a besoin, c'est la B12. Et la vitamine D si l'on vit loin des tropiques. J'ai testé le régime omnivore, végétarien et végétalien et frugivore. Et ce que je peux vous dire, c'est que le régime omnivore, c'est nul. C'est fade, ça fait grossir, c'est pas satisfaisant. Et depuis que je mange énormément de fruits et de légumes frais, j'ai jamais été aussi en forme que maintenant. Et je sais que c'est juste pour la planète. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour tenter l'aventure? Et si vous ne voulez pas devenir végétalien par peur des carences, sachez que c'est seuls ceux qui sont anorexiques qui ont des carences. Moi, j'ai fait plusieurs tests et mes tests sanguins sont vraiment super bons. En plus, je fais du sport et je suis pas la seule. Vous pouvez aller voir sur mon site où je parle de sport, où je montre des sportifs végétaliens qui s'en sortent super bien. Ils sont puissants, ils sont forts, ils sont en super forme et ils sont pas forcément tout jeunes. Enfin bon, il n'y a pas de secret, c'est les produits frais, les fruits et les légumes frais qui sont les meilleurs pour nous. Surtout les fruits, j'insiste. Pour avoir plein d'énergie, il faut manger beaucoup de fruits, ou alors une source de glucides peu transformée telle que des féculents. Mais l'idéal, ça reste toujours les fruits frais. C'est ce qui est meilleur au goût en fait. J'espère vous avoir fourni suffisamment de faits convaincants dans cette vidéo, et je vous encourage de toute façon à faire vos propres recherches pour voir plusieurs sources, et pour approfondir les points que je n'ai pas pu approfondir dans cette petite vidéo. Dans la plupart de mes autres vidéos, je vous montre comment je vis en tant que végétalienne, comment je me nourris, quel sport je fais, quel est mon rythme de vie, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager mes vidéos, et je vous dis à la prochaine, et d'ici là portez-vous bien. Bye!